polars grand format, totalement différents, avec du polar surnaturel, de la jeunesse, du polar nordique, et en plus ce ne sont que d'excellents polars. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler donc de polar grand format comme je vous le disais. Donc qui dit grand format dit sortie récente. Oui, mais on a des sorties de début 2023, on a des sorties de début 2024 et en l'occurrence une sortie de début 2023 est depuis sortie chez Livre de Poche. Alors je vous avoue qu'il y en a qu'un qui est sorti début 2023, le reste on est sur la fin 2023 et début 2024. Au lieu de vous dire ça sans vous dire de choses concrètes, c'est celui-ci qui est sorti début 2023, qui est sorti chez Livre de Poche depuis. Donc c'est une saison pour les ombres de R.J. et Laurie. La couverture poche est totalement différente. Donc retenez bien ce titre et je vais vous en parler tout à l'heure. Retenez vraiment bien. Mais globalement, retenez bien tous les titres dont je vais vous parler parce qu'ils sont super bons. C'était de très chouette lecture. Alors on n'a pas un coup de cœur. Parce que je suis de plus en plus pénible sur mes coups de cœur. J'ai pas un coup de cœur, mais j'ai passé de très bons moments avec chacun de ces livres. On a un polar jeunesse avec l'héritage de Judith Blackwood de Nathalie Sommers chez Didier Jeunesse. Je pariais pas dessus, je suis pas trop littérature jeunesse, mais c'était trop bien. C'était vraiment excellent. Un livre qui vient de sortir, qui est sorti au tout début du mois, L'ombre des innocents de René Manzor chez Calman Levy. Première fois que je lisais cet auteur, je suis conquise. Là, c'est pas la première fois que je lisais cet auteur, c'est la troisième fois, troisième tome de la trilogie. Enfin les deux premiers tomes, je vous en ai parlé, j'avais adoré, mais ce troisième est encore meilleur. Métamorphosis de Stéphane Gallas. Et puis, je vais aussi vous parler de ce livre avec un petit macaron épreuve non corrigée. J'ai eu la chance de l'avoir avant sa sortie. Il s'agit du nouveau livre d'Eva Björk Aegis-Dottir chez La Martinière, auteure islandaise que j'aime beaucoup, mais alors on va pas retrouver la série Elma, on va être sur un one-shot. Le clan Snyberg. Et je commence totalement dans le désordre avec L'ombre des innocents de René Manzor. Comme je vous le disais, c'est la première fois que je lisais cet auteur. Ce ne sera pas la dernière, j'ai totalement adhéré à son écriture si particulière. Écriture assez cinématographique, bien prenante, et puis il a un truc parce que il utilise beaucoup l'implicite en fait, c'est-à-dire qu'il nous dit pas explicitement les choses, il nous les fait comprendre, ça ne laisse pas place au doute, voilà, on comprend, il n'y a pas de souci, on n'est pas sur une fin ouverte ou je ne sais quoi, non, mais c'est juste qu'au lieu de nous dire clairement les choses, etc., il nous les suggère et on comprend, et ça, moi j'ai totalement adoré en fait. Donc livre sorti tout au début du mois, c'est un one-shot, c'est un livre qui est bien prenant parce qu'on se retrouve dans une course-poursuite et dès les premières pages on est pris dans l'histoire. Tout de suite, l'auteur nous accroche. En fait, on se retrouve à suivre Marion Scriba, elle est romancière et bien elle va voir son éditeur, etc. Et des policiers viennent la voir et en fait l'accusent d'un meurtre parce que ils ont retrouvé l'ADN de cette autrice sur l'arme qui a servi à commettre un meurtre et tout ça. Alors sauf que Marion donc c'est une autrice, c'est une mère de famille, elle a pas, de ce qu'on comprend, elle a pas du tout une vie qui irait avec la vie d'un meurtrier tel qu'on pourrait l'imaginer, hein. On en voit pourtant dans les livres des meurtriers qui ont des vies totalement normales, mais bon là, franchement, c'est assez atypique. Et puis, donc d'un côté on a Marion, et puis d'un autre côté on a Wim qui travaille pour l'Europol, ancien agent en fait. Il avait un peu laissé ça de côté, puis on est venu le rechercher, et il va mener l'enquête et il va se joindre à la police française pour avancer. Et ça va très vite mener vers une course-poursuite parce que Marion, elle a décidé de pas se laisser faire et elle a vite compris qu'elle pouvait pas faire confiance en son avocat. Alors il y a un passage qui est très rigolo, mais
je sais plus, enfin c'est une citation que j'ai notée, je le retrouverai pas comme ça, mais en fait, en gros, la citation explique que eh bien, la fameuse Marion s'est inspirée d'un livre pour à un moment donné s'évader et s'échapper, et c'est là que la course-poursuite commence, et en fait, la citation explique que les livres sont là pour s'évader, mais pas forcément que mentalement, ça sert aussi à s'évader physiquement dans un cas comme ça. J'ai beaucoup aimé ce passage. Toutes les citations que j'aime bien, je les note dans Babelio, ça va très vite parce qu'en fait, avec notre téléphone, très rapidement, on peut, eh bien, en faisant une photo, faire des copier-coller de texte, sélectionner et copier-coller des zones de texte. Donc, quand je vois des citations, ça va très très vite, en fait, de les mettre dans Babelio, et j'aime bien, ça me fait, après, des petits souvenirs, et dans mes chroniques Instagram, je note toujours une citation qui m'a marquée, en fait. Si je peux, j'essaye au maximum de donner une citation qui fait un bon résumé du livre ou qui donne une petite indication sur la façon dont l'auteur écrit. C'est pas toujours évident, on est limité en nombre de caractères. Mais voilà, en tout cas, si à un moment donné ça vous intéresse, sachez que je mets beaucoup de citations sur mon compte Babelio. En tout cas, c'est un auteur que je continuerai à lire. C'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment très bien, j'étais prise dans l'histoire, j'en avais besoin à ce moment-là, j'étais pas très en forme. Ça m'a fait beaucoup de bien de pas faire beaucoup d'efforts pour être prise, puis en fait j'avais hâte de le reprendre, les chapitres sont courts, c'est rythmé, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc eh bien je ne peux que vous conseiller L'ombre des innocents de René Manzor, et si vous avez déjà lu cet auteur, eh bien j'attends de vous des conseils, des livres qui vous ont marqué. Je continue avec Métamorphosis de Stéphane Gallas, qui est l'une de mes dernières lectures de l'année 2023. Alors, moi j'aime bien en fin d'année faire des bilans. On n'est pas nombreux, il n'y a pas tant de personnes que ça qui aiment les bilans. En revanche, il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'aiment pas les bilans. Mais moi j'aime bien me poser 2 secondes et faire un bilan sur ma passion. Et me dire voilà, cette année, qu'est-ce que j'ai aimé dans ma passion? Et du coup, qu'est-ce que j'imagine pour cette nouvelle année autour de ma passion? Enfin, je veux dire, prendre juste ce temps-là de réflexion. Enfin, moi je trouve que c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Parce qu'en fait, on voit tout ce que ça nous a apporté, etc. Et quand je fais mes bilans, eh bien, il faut bien que je les fasse à un moment, et ça prend toujours un petit peu de temps, donc je ne fais pas ça le 31 décembre, en l'occurrence, heureusement, puisque le 31 décembre, j'étais couchée avec de la fièvre, et donc, eh bien, j'ai fait mes bilans alors que l'année n'était pas totalement terminée, il restait 3-4 jours, et il s'avère que dans ces 3-4 jours j'ai lu du bon, j'ai lu du très bon, et notamment Métamorphosis. Donc je n'ai pas parlé de ce livre dans mon bilan de l'année, mais j'étais en train de le lire, et donc je vous ai plutôt parlé dans les livres qui m'ont marqué du premier tome de la trilogie, parce que c'est ce livre qui m'a fait découvrir Stéphane Gallas, mais en réalité le tome que je trouve le meilleur dans cette trilogie, c'est le 3e. Donc dans l'ordre de mes préférés, c'est le 3e en premier, puis le premier en deuxième, puis le 2e en 3e. Vous avez rien compris. J'ai préféré le 3e, puis ensuite le premier, et ensuite le 2e, mais surtout lisez-les dans l'ordre. Notamment entre le premier et le 2e, il y a un lien. Le 2e fait beaucoup référence au premier tome, pas dans les premières pages, mais par la suite, on a des personnages récurrents qui reviennent, mais ils reviennent pas tout de suite. Mais quand ils reviennent en force, et donc on a des références comme ça au premier tome, ce qui est hyper chouette, hyper intéressant quand on lit une série comme ça dans l'ordre, et c'est aussi pour ça que j'aime les séries avec les personnages récurrents. Tout ça c'est le premier, Un signe d'elle fin octobre, et puis j'ai lu un peu plus d'un mois après Les ombres de Salem, et entre temps j'avais lu pas mal de livres, je lis quand même beaucoup, je lis plus d'une vingtaine de livres par mois, et donc quand j'ai lu Les ombres de Salem, j'avais oublié ce côté-là, et hop, j'ai été à nouveau surprise en fait par cette écriture, très agréablement surprise par cette écriture, par la façon dont le personnage nous parle, peut-être encore plus là, enfin il y a notamment un des personnages qui s'adresse vraiment à nous, j'ai adoré, et puis j'ai laissé à nouveau quelques semaines, et fin décembre, donc comme je vous le disais, j'ai lu Métamorphosis. Entre-temps, entre Les ombres de Salem et Métamorphosis, j'ai lu d'autres livres, et ce qui fait que j'ai oublié cette écriture. Je savais juste que oui, j'avais beaucoup aimé, et que j'avais très hâte de lire ce tome 3, etc. Je lis ce tome 3 et hop, je me fais à nouveau surprendre par cette écriture. Enfin voilà, moi ça veut dire que plus je lis du Stéphane Gallas et plus j'adore ce côté vraiment très immersif, et voilà, c'est fluide,
Enfin, il y a un truc, voilà. Il y a un truc qui me plaît. J'aime ce style, j'aime le fait d'être totalement prise dans l'histoire. Enfin, c'est très bien fait. Dans ce livre, on va avoir beaucoup de personnages, mais qui sont introduits au fur et à mesure par famille. On a un tueur qui va se balader de ville en ville et qui va s'attaquer à certaines familles. Ce tueur, tout ce qu'on sait, c'est une sorte de silhouette avec une capuche. Et voilà, moi j'avais vraiment l'image de la couverture en tête et j'imaginais ce personnage comme ça, avec eh bien un visage soit méconnaissable, soit bien trop reconnaissable au choix. Et donc, eh bien, on va avancer comme ça dans l'histoire. Alors moi, je prends des notes, je note au fur et à mesure de mes lectures les personnages. C'est quelque chose que je fais systématiquement depuis un mois. Et là, ça m'a été utile pour bien suivre, même si les personnages sont pas tous introduits en même temps. Ils le sont vraiment au compte-gouttes et au fur et à mesure de l'histoire qui avance. Mais c'est vrai qu'au final, ben, on se retrouve avec pas mal de familles. Et donc, on a ce côté-là. Les premières scènes sont dures. Hein. La première famille, c'est un peu dur. Et puis, on continue et on va avancer dans l'histoire. On va voir derrière, eh bien, notre détective qui va entrer en action, etc., etc. Et en parallèle, on a autre chose. Et en fait, on commence avec le parallèle. En fait, justement, quand je vous disais la première pièce, là, eh bien, on suit Tommy King. Tommy King, eh bien, il est avec son oncle Brent et en fait, il va se retrouver quelque part et il va être avec d'autres personnes. Et ça, c'est la partie parallèle, donc qu'on néglige pas, qu'on connaît, puisqu'on a commencé l'histoire par ça. Et il y a un moment où on se demande comment le lien va être fait entre tout. Et si ce tome est mon préféré, c'est pas par rapport à l'écriture, parce que pour moi, elle était top dès le premier tome. C'est plutôt l'intrigue qui m'a davantage plu. Voilà. Simplement. Mais en tout cas, je vous le conseille, donc je me répète. À lire dans l'ordre. Premier tome, Un signe d'elle. Deuxième tome, Les ombres de Salem. Et troisième tome, Métamorphosis, qui est sorti au deuxième semestre 2023 en grand format chez Michel Lafon. Je continue avec R.J. et Laurie, Une saison pour les ombres chez Sonatine. Et comme je vous le disais en intro, ce livre est sorti chez Livre de Poche, tout début de l'année 2024. Et je vous le conseille. J'ai pas du tout lu tous les livres de R.J. et Laurie, il m'en reste encore pas mal à découvrir. J'en ai aussi dans ma palle encore. C'est un auteur que je vois pas mal en salon, donc ça me permet bien justement de le découvrir. Pour moi, c'est un argument. Et ce que j'apprécie chez cet auteur, c'est son côté conteur. Il nous raconte une histoire. Voilà, on se pose, on lit ce livre et on a l'impression d'être un petit enfant à qui un papa, un grand-père raconte une histoire et on écoute et voilà. Sauf qu'en fait, on est dans un polar et on ne sait pas tout de suite où est-ce qu'on va. Alors, non pas que je sois déroutée, hein, moi, vraiment, R.J. et Laurie a commencé à me raconter une histoire via son narrateur Jack. Donc voilà, j'ai suivi Jack, ou Jacques, voilà, on est au nord-est du Canada. Et donc, j'ai suivi l'histoire, j'ai suivi. Et puis, au bout d'un moment, on change de ton et on passe sur du polar. Et même la construction change un petit peu. Sur une partie, on est sur une double temporalité. On est à la fois de nos jours et on est en 1972 et on suit Jacques de nos jours et lorsqu'il était enfant. On va apprendre à connaître sa famille et des choses qui se sont passées, des disparitions jamais trop élucidées. Puis en fait, à chaque fois, je sais plus si c'était un shérif ou si je crois, enfin bon. En tout cas, la personne responsable de l'enquête, elle changeait tout le temps, personne ne grattait trop, se disait « Oh oui, une jeune fille a disparu, c'est pas grave. » Puis, hop, peu de temps après, il y avait une autre fille qui avait disparu. « Oui, bah c'est pas grave. » Et puis, voilà. Et donc ça c'est jamais, il n'y a jamais vraiment eu de résolution de cette disparition. Donc là, il y a un côté polar qui va être intéressant et on espère bien avoir une explication à la fin du livre. Et derrière, eh bien, Jacques avait une famille particulière et il a voulu s'éloigner de tout ça. Donc il a coupé les ponts pendant longtemps.
Mais il revient parce que son frère a besoin de lui. Et eh bien, ce retour chez lui, au passage, lui permettra de gratter et en savoir plus sur ses disparitions. Voilà. Donc on a une partie de double temporalité avec Jacques de nos jours et son enfance, et puis on a une partie où c'est uniquement de nos jours, c'est bon, on a eu tout le contexte et on creuse sur la partie polar et on veut en savoir plus, etc. pour un dénouement qui est totalement à la hauteur. Donc c'est bien un polar, vous avez bien des retournements de situation, vous avez bien un dénouement surprenant, comme je disais, à la hauteur. Et en plus de ça, vous avez vraiment la partie histoire et tout ça qui est super bien racontée. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller, une saison pour les ombres. Je continue avec un roman policier jeunesse. Quoi? Je lis du jeunesse? Eh bien oui. En fait, on avait vu Nathalie Sommers à un salon à Noir-sur-Ormesson. Et en fait, on avait rangé les bibliothèques de ma grande, on avait rangé ses livres par ordre alphabétique d'auteur, ce qui est un exercice pas évident sur de la jeunesse, parce que le nom de l'auteur est pas toujours mis en avant. Et donc, c'est-à-dire que des fois, on se retrouve avec des dos de livres, alors c'est pas le cas ici, mais des fois, on a un dos avec le titre du livre, la maison d'édition et pas de nom d'auteur. Et sur la couverture, pas de nom d'auteur, et il faut ouvrir le livre pour trouver le nom d'auteur. Et donc, en rangeant comme ça par ordre alphabétique, on s'est rendu compte qu'il y avait des auteurs qui revenaient souvent et on n'en avait jamais pris conscience. Et Nathalie Sommers en faisait partie des livres dans plusieurs maisons d'édition de cette autrice. Et là, on s'est dit que ma grande aimait bien. Puis quand on a vu qu'elle était là à Noir-sur-Ormesson, eh bien, on a été voir Nathalie Sommers pour une petite dédicace. Et il y avait ce livre. Donc, pendant que ma grande discutait avec l'autrice, je regardais ce livre et tout, puis l'autrice m'expliquait que ça pouvait faire un peu Agatha Christie, etc., etc. Voilà. Mais bon, moi, du jeunesse, on était dans un salon polar, j'avais d'autres découvertes à faire, d'autres achats à faire, d'autres livres à lire, c'est pas forcément la priorité. Et puis ensuite, Didier Jeunesse me l'a proposé en service presse. Et puis là, c'est revenu me titiller et tout, puis bon, ok, j'y suis allée, enfin cette couverture elle m'attirait tellement, elle est magnifique, bon j'y suis allée. Après on est sur une comparaison d'Agatha Christie, à chaque fois qu'un livre est comparé à Agatha Christie, je tombe dans le panneau, je lis, je suis déçue et voilà. Donc en fait ça me titillait, ça titillait ma curiosité, mais c'est du jeunesse donc c'est pas mon truc et c'est comparé à Agatha Christie, alors là c'est totalement mon truc, mais c'est souvent hyper vendeur et tout. Donc j'y suis allée en ayant peur d'être déçue. Et j'ai pas du tout été déçue. C'est l'un des derniers livres que j'ai lu là sur l'année 2023. Oui, je crois que c'est ça, je l'ai pas lu au début 2024, hein, je l'ai lu fin 2023. Et c'était une super chouette découverte en fait, j'ai beaucoup aimé. Bon, juste les toutes premières pages, mon mari passait à côté et je lui dis, tu vois... Là, je vous parlais tout à l'heure d'un auteur, de René Manzor, qui a une écriture implicite. Dans de la jeunesse, on n'a pas de l'écriture implicite. Et à un moment, je trouvais que ça partait bien. Puis, vraiment, je vous dis, au bout de 2-3 pages, il y a une phrase, je me suis dit, ah ouais, c'est peut-être jeunesse quand même. Bon, voilà. Mais oui, c'est de la jeunesse. Donc oui, ça fait jeunesse parce que c'est de la jeunesse. Puis bon, j'ai continué. Oui, mais j'ai continué, mais j'ai été totalement prise. Il est super bon, il est super bon par l'ambiance, il est super bon parce qu'en fait, ce truc d'écriture qui m'a gênée au début, mais après, mais ça m'a pas gênée, ou alors c'était pas présent, enfin j'en sais rien, mais j'ai eu aucun souci avec l'écriture. J'ai pas eu l'impression que c'était hyper enfantin, j'avais pas l'impression de lire de la jeunesse. On est sur une sacrée ambiance avec un huis clos, avec des histoires de famille, avec une grande maison, avec des problèmes d'héritage, je veux dire, il y a des meurtres et derrière la raison peut être l'héritage. Donc un côté comme ça que j'imaginais un peu sombre, et des retournements de situation, un dénouement mais trop bien, mais il y a tout pour moi, enfin voilà, il y a tout ce que j'aime, vraiment, rien à dire, il est vraiment super bon. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'on est sur de la littérature jeunesse, ça veut dire qu'un jeune qui lit ça, je sais pas, un jeune à partir de 11 ans, 11-12 ans, il n'y a pas de souci, un jeune qui lit ça,
tombe dans l'univers des romans policiers et de façon extra, parce qu'on est sur un bon roman, un très bon roman policier qui va titiller. Je veux dire, une fois qu'on arrive au dénouement, forcément un jeune devrait être surpris, voilà. Si c'est pas le cas, s'il avait deviné, bah donc chapeau. Donc un dénouement vraiment surprenant. Et du coup, je trouve que ça peut tout à fait donner le goût pour ce genre-là. Et donc après, eh bien on continue. Puis à un moment donné, on arrive dans le monde d'Agatha Christie, dans plein d'autres romans policiers. Enfin, c'est comme si ce livre était une porte et que derrière, une porte pour les 11-12 ans pour entrer dans le monde des policiers thrillers. Voilà. Donc c'est mis une enquête à huis clos à la Agatha Christie, et ben je suis d'accord, parce qu'en fait on retrouve cette ambiance d'Agatha Christie. Alors on est à Londres au 19e siècle, ce qui est pas non plus la période, mais on a un côté, voilà, comme je vous dis, grande maison. En fait on va suivre Judith Blackwood, hein, on peut s'en douter vu le titre du livre. On va suivre Judith Blackwood qui se retrouve orpheline, et en fait elle va chez son grand-père, elle le connaissait pas. Bon, petit à petit, elle va apprendre des choses sur sa famille, vraiment des trucs auxquels elle s'attendait pas du tout. Et en fait, son grand-père, il est vraiment pas agréable. Alors, Judith Blackwood, elle arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Tout le monde la regarde bizarrement parce que ça fait un peu celle qui cherche un héritage, alors que c'est pas du tout son style. Le fameux grand-père, il est vraiment pas agréable du tout. Il a une passion pour les échecs. Et cette passion, en fait, se voit à plusieurs moments dans le livre. Donc, ça ajoute quelque chose. Enfin, moi qui aime les romans policiers pour la partie méthode, pour la rigueur, parce que je suis matheuse, etc. On ajoute les échecs. Enfin, voilà, la boucle est bouclée. C'est parfait. Et donc, eh bien, voilà, je trouve ce livre totalement bien, totalement chouette, vraiment excellent. Et je le conseille, eh bien, pour tout le monde, en fait. Pour les jeunes et les moins jeunes. Là, je vous en parle, je vous le présente. Et ensuite, il ira dans la palle de ma grande qui compte bien le lire. Après, mon avis très positif dessus. Et je termine avec le clan Saenberg d'Eva Björgaigis-Dottir. Ce sont les épreuves non corrigées que j'ai eu la chance de recevoir de la Martinière, je les en remercie. Et le traducteur, je vous donne pas souvent le nom du traducteur, le traducteur c'est Jean-Christophe Salahin, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est également le traducteur de Ragnar Jonasson, et ce traducteur est très sympathique. Alors, ce livre vient de sortir. Eva Björgaigis-Dottir est une autrice que j'aime beaucoup. Dans les auteurs islandais, j'en ai pas lu 50, j'en ai lu 3. J'ai déjà lu du Arnaldur Indridason, qui pour beaucoup est le maître des polars islandais, certes, mais c'est noir ce qu'il écrit, c'est noir, c'est sombre, et j'ai presque envie de dire que ça peut me casser le moral. Voilà. Il faut que je lise ce livre alors que j'ai vraiment bien le moral, parce que si je l'ai pas, ça me le donnera pas. Ragnar Jonasson, qui est un auteur que j'adore, fan d'Agatha Christie, et ça se sent tellement dans ses livres. Et donc on est sur du polar islandais, du polar nordique, oui, mais du polar nordique avec une touche d'Agatha Christie, ce qui est assez original dans les polars nordiques, parce que les polars nordiques peuvent être justement sombres. Je vais pas dire qu'ils sont tous comme Arnaldur Indridason, mais en fait avec Arnaldur Indridason et Ragnar Jonasson, on a vraiment deux opposés. Et tous les auteurs de polar nordique, mais pas forcément islandais, hein, enfin danois, norvégiens, suédois et tout, se situent un peu entre les deux. Et on a notamment Eva Björgaigis-Dottir qui se situe à mi-chemin entre Arnaldur Indridason et entre Ragnar Jonasson, qui va nous donner du thriller plus noir que ce que Ragnar Jonasson va faire, mais plus agréable et qui peut donner le sourire par moment par rapport à ce que peut faire Arnaldur Indridason. Pour moi, Eva Björgaigis-Dottir se rapproche beaucoup de Camilla Läckberg ou aussi de Camilla Grebe, qui sont deux autrices suédoises que j'aime vraiment beaucoup. J'ai découvert Eva Björgaigis-Dottir avec ses 3 premiers livres sortis en France de la série Elma. Série excellente, le premier tome il est bien, il est vraiment pas mal, et puis les 2 suivants sont vraiment un cran au-dessus, ils sont excellents. Ici, avec le clan Saenberg, je sais pas du tout comment ça se prononce, on est sur un one-shot. On laisse de côté Elma, même si, petit clin d'œil à un moment, ce que j'ai beaucoup apprécié, mais on laisse de côté Elma et on va se faire la connaissance du clan Saenberg, une famille. Et on va faire la connaissance de cette famille dans un hôtel, dans un huis clos, dans une ambiance glaçante.
J'ai lu ce livre alors qu'il neigeait dehors. Alors, il neigeait, puis bon, vu les températures qu'on a, je veux dire, la neige est restée pendant de très nombreux jours. Et donc, il y avait de la neige dehors. Et en fait, c'est aussi ce qu'il voyait. Il voyait de la neige à travers les grandes baies vitrées de l'hôtel. Je voyais la neige à travers les grandes baies vitrées de ma maison. Certes, j'ai pas la même quantité de neige que ce qu'il y a dans ce livre, mais c'est bon, l'ambiance était là. Comme quoi, j'ai adoré lire des polars nordiques cet été, mais des polars nordiques alors qu'il fait froid chez nous, ouais, c'est chouette aussi. Ce livre est excellent, excellent. C'est un presque coup de cœur. Le presque est lié à un point, c'est que pour moi, il y avait trop d'alcool dans ce livre. On a quasiment tous les membres de cette famille qui boit de l'alcool, qui boit trop. Et voilà, et du coup, c'était trop. C'était trop pour moi. Alors, certes, on sait que peut y avoir des problèmes d'alcool, notamment dans les pays nordiques, notamment quand on est dans les jours où il fait très sombre, etc., etc. Enfin, voilà, c'est des choses. Et ça, Arnaldur Indridason en parle très très bien de tous ces soucis qu'on peut avoir, d'addiction, etc. Certes, je veux pas qu'on me décrive non plus un monde tout rose, mais alors là, la famille, ouais. Famille assez complexe, mais heureusement, on a un arbre généalogique qui nous permet de savoir que Ingolfur, qui est le numéro 1 de cette famille, décédé en 2008, eh bien, il a eu 2 enfants avec Aslaug Bergsdottir, et ces 2 enfants, sur ces 2 enfants, il y en a un qui est décédé, puis il y en a un qui n'est pas décédé, qui lui-même a eu 4 enfants, et ces 4 enfants eux-mêmes ont eu des enfants, etc., etc. Donc on se retrouve à la fois avec des personnages nés en 1930 et quelques, quoique c'est pas de ceux-là dont on parle le plus. On parle principalement de ceux nés dans les années 1950-1960, et puis de ceux nés au début des années 80, et puis on va être aussi sur les enfants nés après 2000, quoi. Voilà, à peu près comme on sait. Il y a notamment le personnage de Petra, née en 1982, que j'ai beaucoup apprécié, qui est extrêmement bien décrite. Elle est mère de famille, elle est mariée à Gestur, elle a 2 enfants, Sigrun, Léa et Harry, qui ont 15-20 ans. Je suis en train de me rendre compte qu'elle les a eu assez jeunes, puisqu'elle avait un peu moins de 20 ans quand elle a eu sa fille. Et j'ai beaucoup aimé parce que enfin vraiment il y a beaucoup de choses de la mère de famille. Eva Björg Eigisdottir, elle a 3 enfants. C'est super de parler avec elle. Moi j'aime bien, je parlais dans les salons avec les mamans. Notamment c'était au quai du Polar, parler avec Eva Björg Eigisdottir de ses 3 enfants, parler avec Johanna Gustafsson de ses 3 enfants, et je parle de mes 3 enfants. Voilà, il y a des trucs du coup, des trucs d'organisation, des petites choses et tout ça. Et en fait là, eh bien Petra, il y a ça en fait. On sent la mère de famille, on sent la mère de famille qui a écrit, qui a inventé un personnage mère de famille. Voilà, ça se sent, il y a tellement de passages qui m'ont marqué, j'ai adoré. En plus, tout un truc autour de l'organisation. J'ai retrouvé le passage donc de Petra. On est sur un roman choral. Et donc chaque personnage parle à la première personne, et donc là Petra dit « Ça ne me ressemble pas d'être désorganisée et d'attendre le dernier soir pour faire mes bagages. Habituellement je maîtrise tout, les anniversaires, les dîners, les fêtes. Je suis le genre de femme qui note diligemment l'ensemble des tâches à accomplir avant un événement. Rien ne me procure autant de plaisir que de tracer une petite croix à côté de chaque ligne. Mais tellement faire une to-do list et rayer, ou faire une croix, ou fluoter parce que c'est fait, mais c'est tellement bien, c'est tellement bien. J'ai sauvegardé sur mon ordinateur des modèles de listes pour les voyages au soleil dans une grande ville ou à la campagne. J'ai fait ça quand les enfants étaient petits. J'ai fait ça en fait parce qu'on partait beaucoup, et quand ma dernière était petite, j'en avais marre d'à chaque fois lister biberon, chauffe-biberon, et je ne sais quoi, bavoir, et de lister tout le temps les mêmes choses. Donc je me suis fait une fiche, un document Word en 2011, et ça m'a servi jusqu'en 2016 quand ma dernière était petite et qu'il fallait partir avec elle. Et ben voilà, on avait ça. J'avais comme ça ma liste Word que j'imprimais, et on fiotait tout ce qu'il y avait, des mouchoirs, des langes, la gigoteuse, le porte-bébé, le babyphone. Voilà, comme ça on n'oubliait rien. Je comprends tellement. Être désorganisé, ce n'est tout simplement pas une option. Sans mon sens de l'organisation légendaire, je ne serais jamais parvenue à tenir mon foyer et à fonder une entreprise en même temps. Alors, je n'ai pas fondé d'entreprise.
Mais bon, derrière, je travaille, et j'ai un travail qui m'intéresse et que je considère comme important, mais tout le monde considère son travail comme important, j'imagine. Et donc, eh bien, j'ai adoré ce personnage et j'ai l'impression que l'autrice, elle a tout mis dedans, quoi. Donc, j'aimerais beaucoup demander à l'autrice si, justement, en même temps, elle est présente sur Instagram. Je pourrais peut-être lui envoyer un message. Si, justement, Petra, c'est un petit peu elle ou pas. Ou peut-être une personne de sa connaissance, je ne sais pas. Donc, je vous le disais, roman choral. Double temporalité, mais à un petit truc près. En fait, il y a... Ce livre m'a fait penser à plusieurs livres de certains auteurs, notamment à Petits secrets et grands mensonges de Liane Moriarty, parce qu'on commence le livre, on sait qu'il s'est passé un drame, mais on ne sait pas quoi. Donc, on est avec le temps principal, c'est le début du week-end, cette grande famille qui se réunit dans un hôtel. On va suivre quelques personnages, pas tous de la famille, mais on va suivre cette fameuse Petra, on va suivre sa fille, on va suivre une de ses tantes, on va suivre le nouveau copain d'une de ses tantes, on va suivre l'une des personnes de l'hôtel, une réceptionniste, je sais pas exactement son rôle, enfin elle a plusieurs rôles en fait. Mais du coup, voilà, on va suivre ces personnages-là à partir du vendredi et on va avancer dans le week-end comme ça. Et puis, on va se retrouver, eh bien, à la fin du week-end avec, eh bien, une équipe de police du coin qui se retrouve avec un mort sur les bras et qui se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en plus, on nous a signalé une disparition, etc., etc. Et on avance comme ça en parallèle. Alors, certes, on est beaucoup plus avec tous les personnages dans le week-end qu'avec nos inspecteurs, etc., après le week-end, mais on avance comme ça et en fait on sait pas, c'est-à-dire qu'en fait on sait, et c'est pour ça que ça me fait penser à Petits secrets et grands mensonges, on sait qu'il y a eu un mort, on ne sait pas lequel des personnages est mort. Quand même, c'est important, mais ça tient en haleine en fait, ça tient vraiment en haleine. Et puis, bien sûr, il y a un gros côté Agatha Christie parce qu'on réunit une famille, en plus il y a de l'argent, donc il peut y avoir des soucis d'héritage, on réunit cette grande famille dans un grand hôtel, voilà, derrière, c'est... On a cette ambiance-là, mais on a cette ambiance-là avec la sauce en plus islandaise, avec le côté froid. Et là, ça va me faire penser à Ragnar Jonasson, parce qu'en fait, ce livre, c'est un polar, mais c'est un thriller, en fait. On voit les personnages qui régulièrement disent « Cet hôtel a des grandes baies vitrées, les gens de l'extérieur pourraient nous voir et nous, on ne voit rien, on voit le noir, on voit... J'ai l'impression d'avoir vu passer une ombre, oh là, j'ai vu une main, j'ai vu... » Voilà. Et donc ça peut faire penser à certains livres de Ragnar Jonasson, notamment l'un de ses one-shots et le 3e tome de la trilogie de la Dame de Reykjavik, qui a ce côté très froid. Voilà. Donc, ça me fait penser à tout ça, mais ça me fait aussi penser à Eva Björk Eigisdottir, bien sûr, je retrouve son écriture, avec son truc pour la psychologie des personnages. Vraiment, elle a un truc pour vraiment bien les décrire, notamment ce personnage de Petra. Enfin, quand je dis pour moi, elle a tout mis dessus. C'est le personnage qui est... bon, c'est peut-être parce que c'est celui qui m'a le plus parlé, mais voilà, vraiment, j'ai trouvé excellent. Et on va arriver comme ça, on va avancer dans le livre, mais en fait, jusqu'au bout, on ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, si, à la fin, on arrive à savoir, mais on arrive vraiment à savoir dans les dernières pages, avec des retournements de situation, avec des trucs incroyables. Enfin, ce livre est extra. Mais... comme je vous dis, bémol pour moi, ce côté alcool où ils boivent tous trop. Voilà. Ils boivent tous trop. Il y aurait eu moins. Si seulement la moitié des personnages pouvaient éviter de trop boire pour équilibrer un petit peu, ça aurait été chouette. Voilà. Après, ça dépend de chacun. Certains seront certainement pas choqués, pas surpris. Mais j'avoue que de mon côté, je trouve que c'était quand même vraiment beaucoup. ça apporte pas tout. Ça apporte... Enfin, pour certains personnages, oui, on peut... D'accord, ok, certes, pourquoi pas. Mais que ce soit tous le cas... Voilà. Après, ça dépend peut-être des familles aussi. Mais alors, c'est pas le cas dans la mienne. Donc, c'est un peu particulier. Donc, petit bémol par rapport à ça. Voilà. En tout cas, je ne peux que vous le conseiller. Il est vraiment excellent à ça
à ça du coup de cœur. Si l'alcool vous dérange pas, vous passez au coup de cœur quoi. Donc voilà, allez-y, il vient de sortir en grand format, mais c'est un vrai régal de le lire. Il se lit tout seul. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire les livres qui vous tenteraient, à me dire si justement vous en avez déjà lu, etc. Toujours intéressant d'échanger avec vous en commentaire. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt!